Édition Télème, une marque audio de RB Media, présente Des enfants uniques de Gabriel de Tournemire, lu par Barbara Gâteau. RB Media est le plus grand éditeur de livres audio au monde. Dénichez votre prochaine écoute coup de cœur et bénéficiez d'offres exclusives sur rbaudio.com. À la ruche. Elle dit, la voix reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie, rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire, d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre, bonheur d'une paix sans victoire. Paul Verlaine, écoutez la chanson bien douce. Partie 1, Hector. Quiconque eût été présent ce jour-là, près du comptoir de ce café, aurait compris que quelque chose se jouait. L'un était en veston vert sapin, pantalon vert sapin, chemise blanche, tennis blanche, l'autre en jean, veste en jean et polo. Vert sapin celui-là aussi. Assis côte à côte, ils ne parlaient pas. Ils attendaient qu'arrive leur commande, puis ils attendirent qu'elle refroidisse. On eût dit qu'ils avaient du temps à tuer, mais rien à se dire. Ou alors tant à se dire que rien ne sortait. Carlo savait. Inutile de meubler artificiellement un silence qui les enveloppait chaque seconde davantage et qui était, pour Hector, comme un épais manteau de fourrure dans lequel il se sentait peu à peu disparaître. Survêtement de mutisme, cape d'invisibilité. Voilà une leçon que Carlo avait apprise par l'expérience et non en théorie, car elle ne figurait nulle part dans ses cours d'éducateurs spécialisés. Bavarder, c'est pour les valides. Vouloir remplir le vide par des banalités, par des ragots, c'est pour les valides. Considérer même l'absence de son comme un vide, ça aussi, c'est un truc de valide. De la bouche d'Hector ne sortaient que des informations essentielles, des questions pratiques, parfois des éclairs de sensibilité qui avaient franchi incontrôlée l'épaisse barrière séparant ses pensées de sa réalité. La parole d'Hector était issue de la nécessité. Il se plaisait dans le silence. Ainsi, Carlos s'était-il trouvé dans l'embarras. Il y avait de cela 2 ans, lorsqu'il avait débuté une alternance en institut médico-éducatif pour s'occuper d'adolescents en situation de handicap. Habitué au babil constant des repas familiaux, des verres entre potes, aux intenses débriefings de sa copine Valentine quand elle revenait d'un café avec une amie, coutumier de l'incessant manège de voix des uns et des autres, auquel s'ajoutait volontiers la sienne pour râler contre ce prof de psycho insupportable, ou faire le récit de cette soirée dont il se rappelait pourtant si peu, lui qui considérait qu'il y avait toujours quelque chose à dire et à propos de tout se voyait désormais confronté à des personnalités emmurées, taciturnes. Difficile de poursuivre un dialogue, avait-il découvert, quand l'interlocuteur ne rebondit guère ou seulement sur des sujets toujours trop précis, tels que la vie de Julien Doré ou le Covid long du cousin du fils du roi de Belgique. Frissonnant si les voix des adolescents ralentissaient, apeurés si leur débit diminuait, il n'avait eu d'autre choix que de s'informer sur les passions de chacun, palliant à grand renfort de fiches Wikipédia le tarissement de la conversation. Parler pour ne rien dire, mais parler quand même, tel était son mantra. Parfois, cependant, en chassant le silence, celui-ci revenait au galop. C'était le cas avec Hector, un jeune de l'IME, âgé de 13 ans, et qu'il trouvait austère. Glauque même, avait-il dit à Valentine en rentrant un soir. Avait été annoncée en réunion la mise en place imminente d'un système de binôme. Chaque membre de l'équipe pédagogique se verrait assigner 1 ou 2 élèves dont il serait le référent. C'était une pratique qui se répandait car elle permettait de faire des observations plus ciblées, d'exercer un encadrement plus concret. On appelait ça des tandems. Et Carlo d'abord avait ri intérieurement parce que chacun d'entre eux, ou presque, ne savait faire du vélo. Puis il avait cessé de rire parce qu'en face de son nom sur le tableau, il y avait celui d'Hector. Le binôme avait eu du mal au démarrage, c'était le moins que l'on puisse dire. Rien ne semblait se nouer entre eux. Carlo, qui avait tellement besoin de se voir être utile dans les yeux de son jeune, de s'entendre remercié par sa voix, de sentir sa propre présence nécessaire à l'autre, avait souffert de cette distance et de ce silence immense.
tentait sans cesse de craqueler la coquille, de fissurer la carapace, de forcer la porte, jusqu'à ce jeudi de décembre où certains mots avaient fini par être durs, venant tout droit de sa frustration. « En fait, t'aimes pas t'amuser, c'est ça. N'hésite pas à parler surtout. T'as envie de rien ou quoi? Je fais des efforts. Hector, tu pourrais être un peu réceptif. » Pour le jeune éducateur qu'il était encore, le mutisme d'Hector avait l'allure d'une profonde indifférence et mettait en doute ses capacités de compréhension, pourtant attestées par les comptes rendus médicaux, les évaluations psychomotrices et analyses cognitives. En réunion, ils en parlaient. Hector est juste une de ces personnalités qu'on appelle introverties. Ça prend du temps avant de s'habituer, mais tu sais, il est hyper smart, ce bonhomme. Les responsables de l'IME lui avaient proposé de changer de binôme. Mais non, c'est bon. Carlo avait presque été vexé qu'on lui propose ça. Il aurait aimé avoir de la chance dès le départ. Tomber sur un binôme plus difficile peut-être, mais expressif au moins, avait-il râlé auprès de Valentine. Il lui avait raconté la fois où il s'était montré agressif, ce fameux jeudi de décembre, et ce récit avait pris pour lui des allures de confession. Il s'était bien sûr justifié. Tout l'IME sortait dans le centre de Lyon pour la fête des Lumières. Et Hector n'avait pas voulu mettre son manteau. Il avait chuchoté qu'il ne voulait pas y aller. Tu comprends, Valentine, c'était prévu depuis des semaines. Alors oui, je l'ai un peu engueulé. Résultat, on est resté et j'ai passé tout l'après-midi à m'emmerder et lui, il ne disait rien. Ça m'a rendu dingue. Les autres ne sont pas bavards, je sais bien. Mais il y a des limites. Et là, c'était ma limite, je te jure. Il en avait parlé aussi en réunion. Personne en avait fait cas. Il faut dire qu'il n'avait pas vraiment tout assumé, avait évoqué le manteau, mais omis l'hostilité de ses propres paroles. Peut-être commençait-il enfin à percevoir lui aussi les bienfaits du silence. On ne l'aurait pourtant réprimandé que légèrement, parce qu'il était encore étudiant, mais il était honteux d'autre chose, comme si l'énigme face à lui remettait en question ses qualités d'approche. Lui qui avait toujours montré une déconcertante facilité dans sa prise en charge des adolescents, pour qui les premières rencontres avec eux, avant la mise en place de ce fichu système de binôme, avaient été bénies par la souplesse, l'aisance, le rire, menant à une sorte d'exclusivité qui le rendait rapidement, aux yeux de l'autre, non seulement particulier, mais aussi indispensable, se heurtait désormais à un casse-tête humain qu'il jugeait insoluble. C'était presque comme si ses compétences étaient chaque jour jetées par la fenêtre, sur le bord de la route. Il était inutile et ça le rendait fou. Si on lisait les comptes rendus polissés des réunions hebdomadaires, Hector était tour à tour calme, timide, peu accessible mais paisible. Si on écoutait aux portes battantes de l'appartement que Carlo partageait avec Valentine, Hector était tour à tour nonchalant, je m'en foutiste, condescendant, blasé, blasant. Ce n'est que peu à peu, au cours de l'auto-analyse, qu'au milieu de ce marasme professionnel, il avait le temps de pratiquer, qu'il comprit. Au creux de l'hostilité verbale dont il faisait preuve, se logeait un orgueil que seul ce temps de frustration avait le pouvoir d'infléchir et de rapetisser. Il devait encore apprendre, mais il peinait. Tantôt découragé, tantôt exaspéré, rarement apaisé, ne se doutant pas que ces mots pleins de vigueur avaient pris racine dans les souterraines pensées d'Hector et, doucement, commençaient à germer. Des semaines plus tard, pendant les vacances de février, toute la classe devait aller dans un café près de l'IME, mais Hector, encore une fois, avait mis du temps à enfiler son manteau. Ils étaient arrivés après les autres et il n'y avait plus de place à leur table. Alors ils s'étaient hissés tous les deux sur les tabourets du bar, côte à côte, face au comptoir, dos au reste du monde. Carlo abhorrait ce genre de situation. Il sentait se creuser autour d'eux une ligne qu'il imaginait comme le cercle polaire. Cette relation professionnelle n'avait pour lui aucune chaleur. Dans sa tête, Hector était bleu, là où Léonie était rouge parce qu'elle criait beaucoup, où Maya était jaune parce qu'elle souriait et qu'elle venait tout le temps lui prendre la main. Hector était bleu froid. Et puis, il avait les yeux bleus. Un bleu foncé, un peu comme la couleur de l'océan, mais lointain, par-delà la bande turquoise qui borde la plage,
ce bleu acier dans lequel on ne veut pas plonger, celui qui a la couleur du frisson. Ses yeux, c'était une première barrière. Mais il y avait aussi ses cheveux, très bruns, et coupés ras, depuis qu'un jour, pour être allé à la piscine, il avait attrapé des poux et son teint très pâle. Et Carlo disait toujours à Valentine « C'est dingue quand même, ce garçon. Il a un physique qui fait palissade. C'est comme si on n'avait pas le droit de regarder derrière. Que ses yeux et sa peau et ses cheveux nous l'interdisaient. » Palissade peinte en bleu. Palissade haute, de celles bien occultantes qui ne laissent pas franchir la lumière. Mais alors même que Carlo repensait à ces histoires de couleurs et qu'il s'interrogeait sur celle qu'il était, lui, pour les autres, Hector ouvrit la bouche et demanda s'il pouvait reprendre un verre, un deuxième. Elle ajouta qu'elle avait envie de quelque chose de chaud. Il n'y eut pas de déclic, pas de moment révélateur. C'était le premier pas. La simple et première fois qu'Hector exprimait un désir qui ne soit pas un besoin, lui si autonome et solitaire. La simple et première fois que Carlo partageait avec lui ce désir puisque lui aussi, comme Hector, en cette fin d'après-midi de février, avait envie de quelque chose de chaud. C'était la fois, dirait-il bien plus tard à Valentine, où il avait commencé à envisager que peut-être il s'était trompé de couleur. Peut-être Hector était-il aussi dilué dans le bleu de l'océan, l'éclair jaune vif d'un ciré marin, traqué par le sombre, mais n'y sombrant jamais. Carlo se mit à chasser ces moments. Sans en parler, ni en réunion, ni à Valentine, il fit le guet. Sans être dans l'attente, il était actif, de plus en plus actif d'ailleurs, comme animé par un regain d'espérance, rongeant jusqu'à la moelle l'os qu'il s'était tout juste vu offrir. Il ne cessait de proposer à Hector des boissons chaudes pour le goûter. Chocolat, café, cappuccino, tisane, matcha. Il demanda une autorisation en réunion pour faire un pumpkin spice latte, dont il avait appris la recette sur YouTube et pour lesquels il avait besoin d'un petit supplément budgétaire. Le jaune, le jaune, le jaune. Et docilement, Hector acceptait ses attentions. Nul besoin pour lui d'en faire trop. En faire un peu, c'était déjà beaucoup en faire. Et dans l'espace immense qui s'était installé entre son référent et lui, s'étendaient 1000 manœuvres possibles. Des petits pas timides, de franches enjambées, un grand écart, un sursaut, un demi-tour et puis un autre. Sans que personne ne s'en rende vraiment compte, un mouvement s'était enclenché. De référent, Carlo devint Carlo dans la langue d'Hector. Avec ses parents, avec sa grand-mère qui venait le récupérer certains soirs, avec ses camarades de l'IME qui si rarement, pourtant, communiquaient avec lui. Le lien s'était consacré seul, sans baptême. Fort des difficultés, des doutes, du temps passé dans les plaintes et dans le bleu foncé, Carlo jouissait de sa victoire en toute humilité, mesurant parfaitement la chance de tomber, tel matin ou tel soir, sur une étincelle couleur poussin, vive toujours bien que toujours éphémère. Ces moments, il aimait à les revivre dans son coin en rentrant chez lui, comptant dans la solitude de son habitacle automobile les éclats de jaune dont il avait été la source ou le témoin. Hector n'avait pas comme Kian un footballeur préféré dont il parlait sans cesse, ou une passion comme Léonie pour les familles royales. Le connaître, c'était plus compliqué. C'était comprendre qu'il n'aimait pas être face à quelqu'un, qu'il préférait entretenir avec l'autre un rapport de côté, un lien oblique. Il s'exprimait mieux en marchant, en voiture ou au comptoir d'un café, sur un tabouret de bar. Ayant compris cela, Carlo pouvait construire. De biais et lentement, les atomes s'accrochaient et le chantier chétif de leur relation se consolidait peu à peu de façon marginale. Étendu d'eau lointaine, taiseuse, Hector n'attirait pas l'attention, faisait tout juste en réunion l'objet de quelques mots. Y aurait-il eu le soleil entier dans ses yeux? Personne ne l'aurait su. Mais désormais, il y avait Carlo. Valentine fut la première à percevoir le changement. Et peut-être là fut le point de bascule. Ce jour où Carlo lui avait raconté qu'Hector et lui avaient tenté sans succès de préparer un jus chaud, avec des pommes et du gingembre. Ça faisait fureur dans les marchés de Noël.
Ils s'étaient tous deux sentis penauds parce que c'était mauvais, imbuvable. T'as pas idée du goût? Et elle avait souri en disant « Mais en fait, tu l'adores, Hector. » Ça avait agacé Carlo. « Non, je ne l'adore pas. »« Oui, après, bien sûr qu'on s'attache, » avait-il balbutié. « C'est le métier qui veut ça. » Il avait réfléchi en regardant la fenêtre et il avait dit « Honnêtement, Valentine, les plus compliqués, ce ne sont pas ceux qui crient, mais ceux qui ne font pas de vagues. Et ceux-là, tout le monde s'en fout. » Valentine l'avait taquiné. Elle avait plaisanté parce qu'il changeait de sujet et puis elle avait demandé à le rencontrer, le fameux Hector qui paraissait bleu froid, mais qui aimait le chaud. Hector fêta ses 14 ans à l'IME. Ses parents avaient mis les petits plats dans les grands, on était encore dans le jardin. L'été s'était étiré jusqu'à octobre. Valentine arriva un peu plus tard que les autres, s'avança près d'Hector, de côté, comme Carlo avait dit, et les deux se sourirent timidement. Ce fut une rencontre pleine de douceur, leurs yeux convergeant régulièrement vers la figure pour eux autoritaire, cardinale, de Carlo. Chacun ayant été nourri par les tendres paroles que tenait ce dernier à propos de l'autre. Et sans qu'ils aient besoin de se comprendre, le silence d'Hector trouvait refuge dans le rire incessant de Valentine. Ce jour-là, les parents d'Hector annoncèrent son transfert. Ils avaient obtenu pour lui une place dans un établissement privé situé au nord de Lyon, les Chênes Rouges. Une sorte d'équivalent un peu tardif du collège, et il allait intégrer progressivement cette nouvelle structure à partir de novembre. L'IME, selon eux, n'était plus adapté. Hector était sur liste d'attente depuis des années, et il se languissait de cette opportunité, certes onéreuse, mais qui offrait un enseignement plus ciblé, plus spécifique. Et vous vous rendez compte, il y a même des cours de poterie et de cuisine. Ils avaient appris la brochure par cœur et récitaient son contenu à tous les invités, tant ils étaient fiers. Carlo accusa le coup, il serra la main de Valentine, tenta en vain d'accrocher le regard d'Hector, lequel fixait le sol, le visage tordu par un sourire embarrassé, forcé presque. Il leva les yeux, enfin, vers celui qu'il considérait désormais non plus comme un éducateur, non plus comme un référent, mais comme son compagnon, son camarade, son père. Par la force des choses, parce qu'il n'était pas causant, Carlo et lui s'étaient un peu isolés du groupe et la magie avait fini par opérer. Porté par l'impression toute personnelle d'avoir percé une cuirasse d'acier, Carlo s'épanouissait au sein de ce duo dans lequel, de son côté, Hector puisait l'intégralité de son capital social. Du point de vue du monde, ils étaient Hector et Carlo, une entité avec un double patronyme. Un binôme, un vrai, qui les faisait dépendre l'un de l'autre. Leur regard, en se croisant ce soir-là, était lourd de tout ça, humide et chargé de cette solidarité que nul n'avait vu venir. Ce fut un moment à leur image, fort, humble, vécu à l'écart. Carlo alors s'emmitoufla dans un silence dont il avait appris à ne plus avoir peur ni froid. Là demeurait la première leçon d'Hector. Les parents du jeune garçon vinrent le trouver à la fin de la fête. Ils avaient à cœur de lui exprimer personnellement leurs remerciements. Ils avaient senti leur fils s'ouvrir au contact de ce jeune homme solaire, chaleureux, bienveillant, avalanche de compliments au goût légèrement amer pour l'intéresser. Soucieux, toujours du bien-être de leur enfant, ils lui demandèrent s'il était possible qu'il accompagne la transition d'Hector avec le futur établissement. Le directeur leur avait conseillé de trouver quelqu'un pour superviser ce grand changement, et ils ne pouvaient songer à meilleur pilote pour entreprendre ce voyage. Flatteuse image, mais ô combien vaine pour celui qui aspirait à un compagnonnage durable et non au pilotage expéditif qu'on lui proposait là. Ainsi Carlo restait muet, fronçant les sourcils, attendant la suite des modalités d'un air dubitatif. Ce n'est pas très compliqué. Il faudra travailler avec l'équipe de l'IME pour préparer au mieux ce départ. Mais on pense vraiment qu'il aimerait que ce soit vous qui veniez avec lui, le premier jour par exemple. Puis qui passiez le voir de temps en temps pour qu'il ne perde pas tous ses repères. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Absolument, oui, madame, sans problème. C'est mon travail. Ça me fait plaisir. Parce qu'elle prenait le dessus sur des reproches encore informulés, cette série de phrases toutes faites,
de banalité lexicalisée, apaisa temporairement celui qui, à ce moment-là, sentait son cœur se casser un peu. Diplômé depuis septembre et enfin embauché par l'IME après 2 années d'alternance, Carlo avait la tête pleine de projets. Il était l'énergie de celui qui se sent capable de tout changer, ne connaît pas l'usure, l'échec, et il voulait compter pour les autres, mais surtout pour Hector, qui se révélait immensément capable, là où longtemps il l'avait considéré comme sous-compétent. Sans doute parce qu'Hector était son premier. Carlo avait envie de pérennité. Son premier, quoi. D'ailleurs, il ne savait le dire puisqu'avant Hector, il y avait eu Maya, dont il s'était beaucoup occupé parce qu'elle voulait toujours lui tenir la main. Il y avait aussi eu Kian, qu'il avait essayé de convertir au rugby pendant quelques semaines. Peut-être Hector avait-il bénéficié du système de tandem, peut-être l'intensité de ce format d'accompagnement avait-il fait de lui l'aîné de ses protégés. C'était un concept chez les éducateurs, cette histoire de premier, on lui avait dit. Tu verras, il y en aura un qui te transformera vraiment, un qui ne partira jamais, un qui habitera longtemps tes pensées, pourtant prises d'assaut par les nouveaux cas et les nouveaux élèves. C'est lui qui fera de toi un éduc. Et sur le chemin du retour, Carlo lutta contre les larmes. Avant de s'endormir, il bougonna dans sa barbe qu'ils auraient pu le prévenir quand même. Novembre, c'est demain. Valentine, ne sachant trop quoi dire, se contenta ce soir-là de caresser silencieusement le dessus de son poing fermé. Le lundi suivant, à l'IME, ils évoquèrent la situation en réunion. On décida d'un protocole précis sur la manière d'accompagner Hector. Le responsable râla sur le choix de la structure. Un truc privé qui coûte une blinde. Carlo n'ajouta rien. En revanche, il parlait à Hector, et Hector lui parlait. Ils prirent ensemble des décisions qu'eux seuls jugeaient importantes. La nappe qu'Hector choisirait pour sa fête de départ, les dessins qu'il allait garder et ceux qu'il allait jeter, celui qu'il offrirait à Valentine pour la remercier d'être venue à son anniversaire. Il y eut le sujet crucial de sa tenue du premier jour qui nécessitait, au regard de l'établissement en question, d'être très chic et très classe. Carlo, en disant ça, se moquait gentiment, et Hector se braqua parce qu'il avait peur. Ce choix vestimentaire fut un sujet de discussion récurrent, débat sans fin auquel se mêlèrent les parents. Finalement, ils allèrent tous les deux faire les magasins. S'enracinèrent certains vendredis dans tel ou tel centre commercial. Hector s'offrant, embarrassé, au regard affûté de Carlo qui, catégorique, critiquait l'ourlet de tel pantalon ou la couleur de tel pull. L'enjeu était de taille puisqu'Hector considérait cette recherche non pas tant comme celle d'une tenue que d'une armure. Une cotte de maille qui devait lui permettre de faire face à de nouveaux contacts. Il voulait un costume, un veston au moins, avec le pantalon assorti, si inquiet qu'il était de n'être pas assez chic ni assez classe. Les mots de Carlo, imbibés pourtant de second degré, s'étaient scotchés à sa mémoire. De son côté, comme traversé par un ultime besoin de faire bloc, Carlo s'acheta le polo assorti, vert sapin, un mélange entre bleu et jaune. La matinée était passée à toute vitesse. Hector était attendu par la direction de son nouvel établissement un peu avant le déjeuner. L'emploi du temps de sa première journée avait fait l'objet d'au moins 3 réunions, en présence des membres de l'équipe pédagogique, de ses parents et de Carlo, lequel s'était dit que tout de même, des heures de discussion pour savoir si oui ou non Hector rencontrerait son enseignante avant la pause du matin ou après, c'était exagéré. La micro-assemblée se divisait. La direction prenait soin d'intégrer les avis de tout le monde et chaque tour de table prenait des plombes parce qu'évidemment, la question originelle en amenait d'autres. Quand lui faire visiter l'établissement et avec qui? Et pour privilégier le processus d'autonomie, est-ce que la présence des parents était vraiment nécessaire? Eux n'avaient pas su quoi répondre. Mais ils avaient joué le jeu, ponctuant leur discours de formules d'incertitude et de remerciements, appréciant que chacun prenne la peine de réfléchir, des heures durant, à l'approche pédagogique la plus adaptée pour leur fils. Carlo, lui, ne l'avait pas du tout joué, le jeu. Il répondait avec approximation,
Volontairement à côté, disait que la réponse dépendait de l'humeur de l'enseignante, de son signe astrologique, de la rétrogradation de Mercure, adoptant à l'égard de l'institution tout entière une attitude insolente, voire franchement offensive. Il avait l'impression de perdre son temps et trouvait ridicule que cet établissement puisse se payer le luxe de réfléchir autant sur un sujet comme celui-là. Pour lui, on se noyait dans un verre d'eau. Il ne s'avouait pas, bien sûr, que cette hostilité s'expliquait par l'imminente séparation d'avec Hector et par l'affliction qu'il étouffait encore, que lui causait tant de parlotte autour d'événements auxquels il ne participerait pas, alors qu'Hector si. Il justifiait son comportement par une volonté de mise au défi, une sorte de lutte des classes à petite échelle. Non qu'il pensât que, dans l'absolu, c'étaient des enjeux dénués d'intérêt, encore que, mais l'environnement dans lequel il évoluait, lui, au sein de l'IME, était si différent. C'était l'urgence à chaque minute. Et il y avait toujours du bruit, des choses cassées, des cris échappés et des portes claquées. Ce n'était pas feutré comme ici, mais c'était vivant au moins. Sifflait Carlo, la clope au bec devant l'établissement neuf. D'ailleurs, personne fume. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quel enfer de bosser là. Et en même temps, il avait en tête les grimaces d'Hector quand Kian hurlait parce qu'il ne voulait pas ranger la peinture, les marques de ses ongles dans ses paumes quand l'activité musique dégénérait et que tout le monde se mettait à chanter très fort, à taper des mains, des pieds, des coudes, à taper sur les placards, les tables, parfois les tambourins. Carlo savait qu'Hector avait peur du bruit. Alors il savait aussi que pour lui, c'était bien ici. C'était peut-être mieux. Il y avait de la moquette, et les voix étaient douces, comme mises en sourdine, et sous les pieds des chaises dans la salle de détente, il y avait même des ronds de verre qui donnaient l'impression d'avoir été découpés dans un billard. Carlo sourit à cette pensée. Ils doivent être vraiment blindés quand même pour découper un billard. Il songeait à ça en passant le portail de l'établissement, ce fameux premier jour, Hector sur les talons, le moral de ce dernier dans ses talons à lui, serré dans ses chaussures neuves. Le café silencieux avait constitué une suture efficace depuis l'IME, un sas de décompression, et le trajet jusqu'aux chênes rouges s'était fait sans mot dire, plombant pour Carlo, rassurant pour Hector, bien enveloppé dans sa lourde veste de silence. La transition s'effectua dans les règles. Carlo se fit la réflexion que c'était comme dans un mariage traditionnel, quand le père donne sa fille à l'époux. Hector passa de sa main à celle de sa nouvelle éducatrice référente, Hélène, qui devait avoisiner la cinquantaine et avait les cheveux poivre et sel. Avec arrogance, Carlo se dit qu'entre elle et lui, il n'y avait pas photo. Il associait sa situation capillaire à une certaine monotonie. Dans son système de couleurs, Hélène tout de suite fut grise. Moi au moins, pensa-t-il, j'essayais de le faire marrer. Paré de sa docilité habituelle, Hector franchit cette étape sans montrer la moindre émotion. Nul n'aurait su dire s'il était excité ou anxieux, s'il avait peur ou hâte. Ce ne fut qu'une fois Carlo parti que ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas dans ses habitudes de faire une scène. Ses parents en tiraient une certaine fierté lorsqu'ils venaient le chercher à l'IME et qu'ils entendaient des enfants crier, griser, disait-il. Parmi eux, le leur se singularisait parce qu'il était placide, d'humeur toujours égale, même devant l'imprévu. Tous les comptes rendus, tous les entretiens attestaient qu'Hector n'était pas de cela. Alors peut-être était-ce son départ, peut-être était-ce toute cette nouveauté d'un coup, peut-être le gris d'Hélène ou ses souliers neufs trop serrés. Comment savoir? Il n'y eut pas de mots, rien qu'un hurlement brut, comme si prononcer s'était déjà atténué et cette douleur-là était trop forte, trop dense, de celles qui ne se traduisent pas en phrases. Ces digues intérieures, pourtant si hermétiques, s'étaient rompues. On rappela Carlo, qui n'avait pas encore eu le temps de regagner sa voiture, et courut venir en aide au personnel ahuri, tétanisé par toute cette souffrance exprimée si puissamment par un si petit corps. Il fallut emmener Hector dehors, le prendre dans les bras, téléphoner à ses parents et rassurer les autres élèves qui avaient été effrayés. Carlo les avait oubliés. Ça lui était complètement sorti de la tête qu'il allait y en avoir d'autres.
Pendant qu'ils se promenaient tous les deux dans le parc, qui faisait office de cours de récréation, on organisa une réunion en urgence pour décider de la suite. Fallait-il qu'Hector rentre chez lui ou devait-on le garder jusqu'à la fin de la journée? Est-ce que ce n'était pas tenter un peu le diable? Et son éducateur, il ne peut pas rester? On finit par lui demander, mais Carlo était embêté. L'IME lui avait laissé son après-midi, en rattrapage des heures sup passées à préparer Hector. Et il avait prévu de déjeuner avec Valentine, d'aller au cinéma. C'était rare ce genre de journée, une aubaine quand on bosse dans le social. Il s'engagea malgré tout en haussant les épaules. Il avait étudié ce type de moment clé dans le parcours d'un jeune en situation de handicap. Il savait que, pour la plupart, l'habitude réglait leur quotidien et connaissait l'effet papillon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.